Bonjour et bienvenue dans Libre Parcours. Le principe de cette émission, vous le connaissez déjà. 1 heure, un plateau et une rencontre exclusive avec une personnalité qui prend le temps de se raconter pas à pas. Et pour aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une femme inspirante et dynamique dont le parcours vous éblouira certainement. Venez donc avec moi pour découvrir les méandres de son histoire. Madame Nadine, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et vous, vous allez bien? Ça va très bien. Je suis ravie de vous accueillir. Et nous, comment nous pourrons décrire notre bonheur d'être là avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale avec qui nous allons échanger autour de son beau parcours. Je l'ai saluée, vous l'avez vu, Madame Nadine. Bonjour et bienvenue dans Libre Parcours. Merci beaucoup, madame Sonia. Enfin, nous vous avons parce que on a quand même, on a dû traverser des montagnes russes pour en arriver là aujourd'hui. Et j'espère que nous aurons finalement le plaisir de vous découvrir, de vous connaître bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Alors, pour commencer tout simplement, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, très bien. Ça se voit. Vous êtes toute belle. La journée a été stressante, mais ça va. Ça va, vous avez su vous retrouver. Alors, la télévision, elle est tout le temps stressante pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de passer par là. Et vous, comment vous avez fait pour vous préparer justement pour cette émission? Je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Ok. Je crois qu'il y aura beaucoup de failles. Là, je l'admets, mais je prendrai le coup. Mais je m'habituerai aussi. Après tout, que serait l'humain sans les failles justement? Ça fait partie de la nature humaine. Ça. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes là pour vous découvrir, pour parler de vous, Madame Nadine Mukenge, que les gens connaissent, connue par plus d'une personne. Et bien, aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est bien au-delà de la personnalité que nous voyons à travers des écrans, qui parfois défend des causes. Eh bien, avant d'en arriver à la grande dame qui défend une cause, qui milite pour plus d'une cause, comme je le disais, nous voulons découvrir cette petite fille qu'elle était il y a quelques années. Comment décririez-vous l'environnement dans lequel vous avez grandi? Ok. Il faut que je commence encore à me représenter. D'accord. Je suis Madame Nadine Mukenge. Je suis de la nationalité congolaise, des pères et des mères, déjà. Et mère de 4 enfants, mariée. S'il faut revenir en arrière à mon enfance, je suis la fille de Jeanne-Angèle Ekoudi Dembo, qui est ma mère, qui était mon mentor. Elle était tout pour moi. Malheureusement, elle n'est plus sur cette terre. Elle est au-delà. Elle nous guette de loin. Par sa protection, on est connus aujourd'hui. Nadine Mukenge a grandi dans une famille de 5 enfants. Qui a eu 4 albinos. Juste il y a il y a eu la deuxième de ma famille qui n'était pas albinos, elle était noire. J'ai vécu la vie, j'ai eu une enfance normale, je dirais même un peu spéciale. Oh, un peu spécial. J'ai été choyée de mes parents. Je n'ai jamais vécu qu'est-ce que c'est le rejet. J'ai étudié dans de bonnes écoles, je n'ai jamais eu de complexe, c'est quoi que ce soit. J'ai fait mon école primaire à Massamba et puis à El Massombe. C'était une école des Roumains, et à l'époque là, première Rifuna.
Oh. C'est là où j'ai mon bac de, je sais pas, vous appelez ça? Diplôme d'État. Le diplôme d'État. Non, pas diplôme d'État. C'est c'est quoi la FEC. C'est des primaires. Ah, TENAFEP. TENAFEP. Le TENAFEP. À l'époque, aujourd'hui, c'est ENAFEP, je crois bien. Ça a changé d'appellation, oui. C'est un peu ça. Et puis, je suis allée je fais 2 ans au lycée Kabamba. Et puis, directement à l'Académie des Beaux-Arts. C'est là où je mergeais et j'ai eu mon bac en décoration intérieure. Oh. Et je salue encore aujourd'hui tous mes amis de l'Académie des Beaux-Arts que je les aime beaucoup. Et après mon université, je suis allée le faire à l'USP Gombe. Oh. J'avais commencé une année à l'Académie des Beaux-Arts, compte tenu de grève de l'année morte. Oh. Et j'ai arrêté pour aller à l'USP Gombe. J'étais de la première promotion de l'hôtellerie. Okay. Mais malheureusement, j'avais repris l'année en fait. Oh, et pourquoi ça? Je suis repartie pour la deuxième. D'accord. Quelles sont mes anecdotes que je ne m'aimerais, mes zones d'ombre que je n'aimerais pas parler. Comme aujourd'hui, je parle de Nadine Mukwege. Oui. J'aimerais au moins vous le décrire. Qu'on reste en lumière, exactement. Okay. Et c'est là que je fais mes 3 ans de graduat, ce qu'on appelle en Europe aujourd'hui bachelor. Et je n'ai jamais eu de problème d'intégration. Je me suis bien sortie et je aimais ce que je faisais, l'hôtellerie. Après ça, je me suis mariée. Je suis allée sur mon conjoint en Europe, en Angleterre. Et je fais un peu quelques formations sur la gestion des stockages, toujours en hôtellerie. Okay. Je fais quelques formations en ligne aussi par rapport à la décoration. Et j'essaie de me cultiver quand je peux. Oh, et là, au moment où je te parle, je travaille dans un compagnie de la place. Et je merge toujours dans le monde de la hôtelière. Okay. Et à part ça, j'ai d'autres activités que je fais à côté. Nous aurons certainement le temps de les aborder les unes après les autres. Revenons un peu quelque part en arrière de cette belle histoire que vous venez de nous décrire là. Vous avez, ce sont vos études faites aussi. Vous avez parlé de votre enfance aux côtés de vos parents, votre maman qui a été un mentor pour vous, qui d'heureuse mémoire, votre maman d'heureuse mémoire. Et donc j'aimerais revenir sur un aspect. Vous avez dit que vous n'avez jamais connu le rejet dans votre famille. Vous avez été choyé, vous avez eu une enfance spéciale. Si c'était dans ce cadre que vous avez grandi dans le cocon familial, on pourrait le dire, quel a été le regard du monde extérieur sur vous étant petite? L'avez-vous senti? Vous a-t-on mis face à une certaine épreuve de différence ou c'était autant beau à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison? Je dirais, vous savez, si c'est beau à l'intérieur, vous n'avez rien à foutre de l'extérieur. Exactement. Le fait que c'était déjà beau à l'intérieur, ça comblait le tout. Ça me comblait le tout. Exactement. Et le milieu dont on a fréquenté, il n'y avait pas ce genre de regard en travers. Oh. Tout le monde nous voyait normal, peut-être dans leur cœur, je ne sais pas, mais visiblement, comme ça, il n'y avait pas ce malaise. Oh. Et nous, moi, c'est dans ce environnement que j'ai grandi. Vous et vos trois frères. Mais ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu de petits couacs. De temps en temps, c'est normal, c'est la vie. Il y a d'autres gens, peu importe leur culture, leur mentalité, ils voient toujours des albinos d'une façon ou d'une autre, ça dépend de la personne, mais c'était pas vraiment remarquable, s'il faut le dire. Même dans ma propre famille, c'est vrai que je ne saurais pas te dire si ils nous aimaient ou pas, parce que nous, le temps qu'on voyait, tout le monde souriait, tout le monde était gentil autour de nous. Pour nous, on s'est dit, bon, ça va, on est choyés, on est bien, mais maman, elle faisait tout en sorte que si vous n'aimez pas mes enfants, vous ne m'aimez pas. Exactement. Bon, elle avait quand même à l'époque l'aveu de moyens, avec quoi elle pouvait aider sa famille. Donc c'était ou tu aimes mes enfants, ou tu as quelque chose de moi, ou tu n'aimes pas mes enfants, basta. Tu ne reçois rien de moi, alors tout le monde était obligé de s'incliner. C'était votre guerrière. Ah ben oui, et du coup, pour nous, c'était l'avantage. Oui, exactement. Bon, on n'a pas connu ça, même à l'école. Vous n'avez pas connu. Même à l'école, voire même il y arrivait deux fois, on est des malvoyantes, tous les albinos sont des malvoyantes. Mais il y arrivait, il y a, dans la classe, maman, elle faisait partie des communautés elle faisait partie des communautés de l'école. Et à chaque fois,
quand il y a de réunions, elle avait dit que mes enfants ne voyaient pas bien. Nos bancs étaient obligés d'être en premier rang pour que nous perdions juste côte à côte au tableau. Pour que ça nous facilite de bien voir au tableau. Exactement. Alors, du coup, toute la classe, ils n'aimaient plus rester derrière. Donc, on a poussé une grande partie de la classe devant. Et on a laissé l'espace derrière. Et tout le monde se l'est ravisé comme ça, et de rester devant. Et c'était nous, c'était juste, tellement on était bouclés ensemble, nous, c'était une fierté. On se disait, bon, on peut quand même captiver des autres aussi à venir vers notre monde des malvoyants, tu vois, un peu. Exactement. Et nous, on ne les remarquait pas, et c'était comme ça, c'était amusant. Même les amis aussi, ils étaient proches du tableau pour nous faire plaisir, parce qu'ils se les amusaient. On ne les pas senti comme si c'était un rejet. Et dans la rue... Vous êtes senti accompagné par les gens oui, par les gens qui nous aimaient très, très bien. Dans la rue aussi, on n'a pas... moi, je dirais personnellement, je n'ai pas vraiment senti de ces rejets-là. Mais peu importe, comme moi, dans l'environnement dont j'ai grandi, il n'y avait pas que nous, les albinos, dans les quartiers. Il y avait d'autres albinos aussi qui n'ont rien à voir avec ma famille. Mais on voyait comment on les traitait aussi. C'est là où ça devenait un problème. On se dit, mais nous, on a de la chance, on est bien, et tout, on ne manque de rien. Mais les autres, comment est-ce qu'on les regarde en travers? Et c'est là où ça devenait révoltant. Je dis, si mon père me regardait correctement, je mérite que mes sœurs albinos, ses frères, qu'ils aient le même regard que moi. C'est à partir de là que ça a commencé à nous disjoncter sur la tête, que dit, non mais on t'a fait quelque chose. Exactement. Avant d'en arriver à ces belles choses que vous faites quotidiennement justement pour cette cause-là, restons un peu dans votre enfance. Quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte de la différence. On en prend conscience à un certain âge. Comment vous avez tout de suite vous êtes rendu à l'évidence que vous étiez albinos, ou soit les parents ont eu le temps de converser avec vous, de vous dire que vous irez à l'école, vous rencontrerez des enfants différents de vous. Comment s'est passée cette transition de la période d'innocence d'enfance à la conscience de votre albinisme? Personnellement, je ne l'ai pas vécu mal. Tellement on était préparés, psychologiquement, moralement, physiquement. Il n'y a rien qui était nouveau chez nous. Maman nous disait toujours ça. Vous verrez, vous n'êtes pas censé être aimé par tout le monde. Exactement. Il y a d'autres gens, peu importe que vous êtes belle, que vous êtes tout, il faut regarder toujours en travers. Et pour être belle, vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. Et c'est par rapport à ça, on s'en foutait de tout. Et elle nous a appris à s'imposer. Exactement. Et quand vous êtes quelque part, faites-vous remarquer que c'est vous la plus belle et que c'est vous la plus intelligente. Alors vous devez vous cultiver. Une albinos qui est illettrée, qui n'est pas belle, qui se prend en charge, c'est la rusée des autres. Alors, elle avait fait en sorte qu'elle nous enlève ce complexe-là, en nous éduquant, en nous apprenant la voix de Dieu, en nous apprenant l'éducation et vivre ensemble. Je n'ai jamais vécu partout là où moi j'ai été et j'y vais aujourd'hui. Je peux affronter n'importe où sans complexe. Et d'ailleurs, j'adore quand j'arrive quelque part, les gens me regardent comme, je sais pas, comme une déesse, et moi, ça me plaît. Et je te jure, quand je vais quelque part, qu'on ne me regarde pas, je me gêne. Je dis, mais attends, comment est-ce que je peux passer inaperçu? Ils ne m'ont pas vu, quoi. Il y a une princesse qui vient de passer par là. Ils sont où pour me regarder en travers? Ça, c'est une mentalité directement inculquée par maman. Oui. Et donc, après, les gens qui sont en face de vous ne savent pas toujours quoi dire. Par exemple, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que quelqu'un vous dise, essayez de parler, de comprendre votre albinisme, dise mon albinos, ou vous préférez qu'on vous appelle d'une autre manière? Y a-t-il une appellation différente ou plus élégante? Non, tu peux m'appeler comme tu veux et je reste albinos. Ça ne me dérange pas, peu importe la langue d'albinisme que tu peux sortir. En lingala, en français, en swahili, en lingala, je reste albinos et je suis fière de l'être. Sans complexe. Ça se sent parfaitement. Et donc, en venant ici, aujourd'hui, dans Libre Parcours, vous avez décidé, vous êtes venu décidément avec l'intention de montrer ce côté fort. Vous n'êtes pas là pour supplier l'attention des gens. Même pas. Vous vivez, vous avez votre place au sein de ce monde. Et ça, c'est l'une des luttes qui vous tient à cœur. Lutte d'ailleurs que nous allons découvrir dans la prochaine rubrique de cette émission, d'ailleurs, rubrique dans laquelle nous allons entrer tout de suite. Merci déjà pour cette première partie. Nous avons fait le tour de votre enfance qui est magnifique. Et le nom de maman est souvent revenu, celle qui a joué un très, très grand rôle dans votre éducation et surtout dans votre confiance à vous et à vos frères.
Mesdames et messieurs, c'était donc là le tour de son enfance, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'a été son combat, toujours accompagné de sa famille, couverte par sa famille. Et bien cette fois-ci, ce que nous allons découvrir, c'est les luttes dont nous avons parlé tout au long de cette première tranche. C'est donc parti pour la deuxième partie. Et voilà, deuxième partie de Libre Parcours, vitesse de croisière. Nous avons découvert l'enfance de notre invitée, Madame Nadine Mukwege. Cette fois-ci, il est temps de découvrir la femme. Qui est-elle? Que fait-elle quotidiennement? Madame Nadine, elle est toujours avec nous. Eh bien, merci de rester avec nous tout au long de cette longue émission qui est dédiée à votre parcours, votre vaillant parcours. Oui. J'ai envie de dire, nous venons là de vous découvrir l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et cette fois-ci, nous allons parler de vos choix en tant que femme, en tant que personne adulte. Vous nous avez dit au départ, vous avez choisi de faire la décoration à l'Académie des Beaux-Arts et vous êtes allé faire l'hôtellerie à l'USP Gombe. En ce moment-là, qu'est-ce qui vous prédestinait à ces choix de vie? Qu'est-ce qui vous motivait à être dans la décoration, dans l'hôtellerie? Y a-t-il une image, une personnalité qui vous inspirait à faire ces choix-là? Ouais, oui. Depuis mon jeune enfance, j'adorais dessiner. Ma chambre était toujours très, très, très ordonnée. Vous êtes une artiste, donc? Oui. Les gens qui me connaissaient, ils savaient. Et alors, j'ai dit à ma mère que depuis quand j'ai fini mon cycle de primaire, que j'irai à l'Académie des Beaux-Arts. Tellement je parle bien, j'étais un peu... Bon, je sais pas, à l'époque, j'étais éloquente. On m'a dit, non, je te verrai journaliste. Tu dois aller faire le journalisme. Ma mère me voyait à l'IFASIC. Hein. C'est vrai? Comme vous, oui, c'est ce qu'elle voulait au départ. Ou bien, moi, je voulais être hôtesse de l'air. Elle me dit, non, mais non, tu peux pas être hôtesse. Parce que le carrière des hôtesses est bien déterminé. À un moment donné, ça va finir. Et tu vas faire quelque chose que tu te souviendras toute ta vie. Tu dois être hôtesse. Tu parles bien, tu es présentable. Je mérite que tu sois journaliste. Je dis non, maman, j'aime pas ça. J'aime pas m'exposer. J'aime être l'héros dans l'ombre. Alors, je peux faire quelque chose. Et puis tout le monde se dit, qu'est-ce qui a fait ça? Et qui voit qu'il y a une très belle albinose là. Et c'est elle. Waouh, c'est elle qui a fait ça? Je voulais me faire remarquer d'une manière ou d'une autre, à ma façon. Alors, je n'ai pas pu rester à l'UC Kabamba pour faire littéraire, pour aller à l'UFATIC après. J'ai dit non, moi j'adore dessiner. J'adore la décoration, j'adore mettre tout en place, des petits détails. Et puis j'ai dit, bon, elle ne voulait pas. Elle dit, c'est pour le garçon. Mais j'ai dit non, juré, je me suis vraiment entêtée. Et à partir de 3e, c'est là où je suis allée à l'Académie des Beaux-Arts. Pour faire la décoration intérieure. C'est donc quelque chose qui vous est venu de vous-même, vous ne l'avez pas hérité de quelqu'un qui vous inspirait à cette époque-là. Donc vous faites l'université, nous avons parlé de votre enfance. Comment se passe la transition à l'université? C'est un monde un peu plus différent que l'école secondaire, secondaire et primaire. À l'université, les gens qui me connaissent, j'adore la cuisine. J'adore cuisiner. Et je ne dirais pas que je suis un cordon bleu, mais je me connais un peu en cuisine. Et quand tu m'invites chez toi, il faut faire attention. Hein. Ne me mets pas sur la table n'importe quoi parce que je ne mangerai pas. Oui. Et votre intégration à l'université, donc, elle se passe comment? Ah ben oui, je suis entrée à l'université. Pour moi, je croyais la cuisine, l'hôtellerie, c'était juste préparer et puis voilà. Je me suis retrouvée, il y a d'autres cours. J'ai dit, mais il y a la comptabilité dedans, il y a tout. Et je salue en passant mon professeur Machine. C'est lui qui m'a montré les cours de la cuisine que nous a appris. Et mes profs il y avait pas mal de mes profs qui m'ont vraiment beaucoup aidé, orienté. Et même en étant universitaire, j'ai commencé à faire mes cours. J'avais dans mes cours, non pas des cours de... J'avais fait un petit blog que je préparais déjà. Mes émissions de cuisine. En étant universitaire. Finalement, le journalisme, quelque part, vous a rattrapé un peu. Ah ben oui. C'est exposant en public, ça m'avait déjà rattrapé là. Je faisais mes cours culinaires comme ça et je le filmais, je passais même à la télé. Je ne sais plus c'était quelle chaîne à l'époque, jusqu'à ce que j'ai eu l'opportunité d'avoir mon héros dans l'ombre et puis je me suis mariée. Et je suis allée. C'est pour cela que je n'ai pas émergé ici à Kinshasa. Mais une fois arrivée en Europe, j'ai continué avec ce même idéologie. Je continue dans le monde hôtelier. J'étais gouvernante quelque part et en Angleterre. Et quand je suis venue en Belgique, c'est là où je continue d'autres formations. Toujours dans le même domaine. Oui, dans le même domaine. C'est de là que je suis jusqu'à aujourd'hui.
Oh. Oui. Et en même temps aussi, compte tenu de mon association, j'habite à la Louvière, précisément, en Belgique. Il y avait quand même des sondages, il fallait créer une communauté pour gérer toutes les petites associations de la place. Alors, je fais aussi partie de membres des conseils consultatifs de la ville de la Louvière, là où on essaie de gérer des petites ASBL et tout le reste est là, et le problématique qui va avec. Exactement. Je siège sur ça aussi. Nous allons donc Oui. nous allons y arriver. Restons donc dans cette transition. Vous quittez l'université, vous êtes en Angleterre, vous avez dit, où vous exercez en tant que gouvernante. Oui. Quelque part, vous rentrez, vous faites d'autres filières dans ce domaine-là. Oui. Et donc là, vous êtes lancé dans le monde professionnel. Ça devient votre métier. Oui. À quel moment vous vous dites, enfin, vous avez décrit tout à l'heure au début comment vous trouviez le regard des autres sur d'autres enfants qui n'étaient pas dans la même situation familiale que vous. Ce regard-là vous révoltait. Et donc, cette révolte-là ne vous quitte pas jusqu'à ce que vous preniez la décision finalement de devenir l'héroïne, comme vous le dites, de ces personnes et les accompagner justement dans leur mise en lumière. Nous en arrivons. En quelle année exactement vous vous dites il est temps de mettre les machines en marche pour aider ces personnes? Bah oui. Depuis toute petite, je me disais qu'un jour, les gens ne parleraient plus de négativité des albinos. De toute petite, je le disais toujours. Mais je ne savais pas où commencer et comment et quand. Et justement, ça devait arriver. Par où vous commencez finalement. Mais quand je suis allée en Europe, je n'en avais pas non plus. J'avais juste à peine pour sauver pour moi-même. Et puis je me suis dit non, mais je peux commencer quand même à faire des petites œuvres caritatives, aider. Mais à chaque vacances que j'ai parti en Afrique, j'ai récolté de mes crèmes solaires. Je l'achetais avec mes propres moyens. Et quand je distribuais à des albinos que je connaissais au départ et d'autres associations que je faisais en solo. Et j'ai dit, bon, je l'ai fait 3 à 5 voyages comme ça. Je dis, mais et si j'ouvrais, et si je créais une ASBEL et je donnerais quel nom, Lutte pour la défense des albinos, pourquoi pas l'aider officiellement? Parce que là, je fais officieusement, oui, je suis en coulisses et puis pourquoi pas que ce soit officiel. Et là, j'ai eu l'idée de créer mon ASBEL Lutte pour la défense des albinos en 2013. En 2013. Ben oui. Et comment cette création se passe? Avez-vous rencontré des embûches, des problèmes au niveau de administratifs? l'Europe, il fallait d'abord être en ordre. Il fallait respecter quelques conditions. Exactement. Et toutes ces conditions, je les remplis. Le problème est qu'au niveau de là, il n'y a pas trop de problème d'albinisme. Ce n'est pas un tabou. De l'enfance d'un albinos au niveau de l'Occident, ils les prennent en charge. Ils savent comment aider un enfant albinos. D'abord, de la maternité en fait. Ils sont déjà pris en charge chez l'ophtalmologue, chez le dermatologue, voire même il y a d'autres parents qui sont déjà pris en charge même par des psys. Et il y a eu une fois, je suis allée à l'hôpital Brockman, c'est à Bruxelles. Je ne sais pas ce que je suis allée faire. Et je suis partie à la maternité. J'étais allée voir une amie qui avait accouché. J'ai assisté à une dispute de couple. Il y a un homme, un papa qui n'a pas voulu, il a rejeté cette femme automatiquement parce qu'il lui a fait un enfant albinos. Wow. À la maternité, oui, il n'a pas voulu reconnaître l'enfant. Il dit, lui, son enfant ne peut pas être albinos et la femme, non, il ne veut plus d'elle. J'étais choquée. C'est grave. J'ai dit, mais cet enfant, dès la naissance, on commence à rejeter. Et son avenir sera comment? Et j'ai essayé de parler avec la dame, d'essayer de la conscientiser et puis de la sensibiliser pour voir qu'avec son homme ou pas, il peut élever son enfant. Exactement. Et maintenant, à partir de là, c'est comme si je l'avais remis, je l'avais donné l'espoir de vivre, la joie là. Et depuis là, j'avais laissé mes coordonnées à l'hôpital Brockman. Et à chaque fois qu'il y avait un souci pareil, de rejet des enfants, on vous contactait. On me contactait. Okay. J'ai joué ces bénévoles. Moi-même, il y a une fois, je ne sais pas, assise sur moi, j'ai recouru un coup de fil. Il y a un monsieur qui m'appelle, c'est un Marocain, albinos. Il m'a dit qu'il est rejeté dans sa famille, chez lui au pays.
il veut demander l'exil au niveau de la Belgique, je ne savais pas comment faire. J'ai aidé ce monsieur, je ne le connaissais même pas. J'ai dit, mais si je peux arriver à aider des inconnus que je ne connais pas, et pourquoi pas mes frères et sœurs albinos congolais, et pourquoi pas aller faire des œuvres dans mon propre pays? Et je me suis posé tant de questions. Exactement. Je me suis dit, mais il est temps que je me réveille. Et toutes ces petites histoires que vous avez vécues ont consolidé votre idée de créer votre Asbel. Oui. C'est ce qui m'a vraiment dit, non, je dois faire quelque chose. Et donc, vous créez cet Asbel finalement. Comment se passent les premières heures de l'Asbel? Le premier heure de l'Asbel, même mes propres enfants ne comprenaient pas. C'est là où ils ont d'abord compris. Maman, c'est quoi lutte pour la défense des albinos? Maman, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et quand je commençais à savoir, quand je su que mes enfants commençaient à avoir des problèmes à l'école, je me souviens, il y a l'époque, quand j'ai accouché ma fille aînée, il y a il y avait une équipe de mon ophtalmologue, je crois, il m'a dit, Madame Nadine, est-ce que vous savez que quand ta fille elle aura 10 ans, tu dois apprendre à l'expliquer pourquoi tu es albinos? Parce que là, il te voit sa maman, mais elle n'est pas encore visée par rapport aux enfants comme ça de son âge. Il y aura un problème pour ça. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle doit répondre, parce que tes enfants aussi, ils auront ce problème-là de rejet vis-à-vis aux autres. Il est arrivé 2 fois, j'accompagne mes enfants à l'école. Il y a des parents qui te regardent en travail, ils te demandent, elle est blanche comme nous, elle est noire. Mais pourquoi est-ce qu'elle est blanche? Et pourquoi est-ce qu'elle est blanche en même temps? Elle a le trait africain ou bien l'accent africain. Mais qu'est-ce que se passe? Il y a même 2 fois, je vais chez les enfants à l'école, il y a des amis à ma fille qui disent, madame, pourquoi tu as la peau claire? Pourquoi tu as la peau chère? Oh là là. Et ils disent, maman, il y a mes copines qui m'ont demandé, pourquoi que toi tu es blanche et papa est noir? Et pourquoi est-ce que nous on ne te ressemble pas? Tu vois ce genre de questions. Et comment vous le vivez? Oui, je lui ai dit non. Moi je suis blanche de peau, mais je suis noire. Papa il est noir de peau. C'est pour cela vous avez suivi la peau de papa. Mais maman elle est noire d'origine comme vous. Et je suis albinos, j'ai juste un problème de pigmentation des peaux. Il dit, mais c'est juste ça? J'ai dit oui. Donc c'est pour ça que les amis me demandent pourquoi ma maman elle a la couleur chair. Je dis, j'ai la couleur chair parce que je manque de pigmentation. Et chaque fois quand je vais faire même mes conférences, tout ce que je fais avec mes enfants. Ce sont eux qui m'aident. Ils participent, ils donnent du flair à tout le monde, ils expliquent aussi. Ils savent que leur maman elle est albinos, ça reste leur maman en fait. Exactement. Et donc comment, tout à l'heure on a décrit la fille qui était protégée par sa maman, cette fois-ci c'est la maman qui doit protéger ses enfants du regard extérieur. Ces moments-là, vous les vivez comment quand on doit expliquer à son enfant pourquoi les gens veulent en savoir un peu plus? Parce que qu'on se le dit, ce sont des questions tout à fait indiscrètes qui ne devraient même pas exister. Mais quand les enfants prennent conscience de quelque chose à l'extérieur et viennent chercher des réponses à l'intérieur en tant que maman, comment vous vivez ce moment-là? Au départ, j'avais peur qu'ils le prennent mal, personnellement. Peut-être que je ne les ai jamais montrés comme ça, mais j'avais peur qu'ils le prennent mal. Mais j'étais étonnée qu'ils l'ont très très mal, ils l'ont très très bien prise de la situation. Ils ont géré et ça n'a jamais été leur problème. Et c'est leur maman, point barre. Et par contre, par rapport à ça aussi, je dirais, au niveau de l'Europe, les enfants sont bien préparés. Il y a des cours qui expliquent tout. Mais ce rejet-là, c'est plus au niveau de l'Afrique. C'est pour cela que je dis, c'est ici qu'il y a une problématique. Ce n'est pas au niveau de l'Europe. C'est là où je me suis dit, là, je faisais mes activités tranquilles. Chaque le 13, je me limitais là-bas. Il y avait des organisations qu'on faisait, des sensibilisations, des trucs comme ça. Mais je n'étais pas toujours tranquille ni à l'aise. J'ai dit, mais ici en Europe, les gens le perçoivent très bien. Mais c'est au niveau de l'Afrique qu'il y a un souci. C'est là où on doit apprendre à éduquer les gens, qu'on doit apprendre à montrer les gens qu'en étant albinos, mais attends, et c'est pas fatal, on reste humain, on a des sentiments, on a droit à tout. À l'amour, à l'acceptation. Ah ben oui, c'est ça. Toutes ces choses qu'on a tendance à. Et surtout quand j'ai des histoires, j'attends qu'il y a d'autres filles. Ils ont été abusés juste parce qu'ils sont albinos. Parce qu'il y a des mythes autour de ça, parce qu'il y a toutes ces choses mystiques qui encadrent ça, alors que c'est juste un problème de connaissance. C'est là où le Congo qu'il y a un souci. Exactement. Et alors je me suis décidée, j'ai dit non, il est grand temps. J'ai un statut au niveau de là où je vis, mais maintenant il est grand temps de retourner retour au bercail. À la source. À la source, à éduquer ma progéniture. Exactement. À aider les autres qui sont là à se regarder au miroir correctement
de ne plus avoir se complexer, exactement, de ne plus s'accepter, oui. Parce que la plupart des albinos, c'est ce qu'ils ont comme complexe. Oui. Ils sont très belles, la plupart. Même c'est cette fois-ci que je les ai vraiment admirées. Ils sont très, très belles, la plupart. Peu importe, la plupart des activités que je suis allée, j'ai trouvé pas mal des albinos très, très belles. Mais des fois, juste ayant un souci... Elles ne se font pas confiance. Ok, c'est ça. Ils ne savent pas se prendre en charge, ou bien ils ont ces complexes-là, ou bien ils font tout, bon, deux autres, ils font tout à travers. Oui. Donc, il y a pas mal de choses qu'ils doivent savoir par rapport vis-à-vis à leur peau, vis-à-vis à leur visibilité. Parce que tel que je suis là, vous direz, bon, il y a d'autres qui diraient, elle est albinos, mais elle dit qu'elle ne va pas bien. Mais comment est-ce qu'elle est sans lunettes? Moi, je porte là, je dis, j'ai des lentilles sur moi. Donc, j'ai des lunettes internes. Donc, si je n'ai pas mes lunettes internes, j'ai mes lunettes comme ça, comme tout le monde. Mais je vois des albinos passer comme ça. Ils n'ont ni des lunettes internes, ni des lunettes normales et classiques. Je leur demande, vous vivez comment? Oh non, on voit bien. Mais c'est du bluff. Il y a plein d'albinos qui voient bien. Peut-être qu'il y a des degrés de vie, c'est différent, mais il y a plein d'albinos. Tous les albinos ont un problème de vue. Mais vous, oui, sans exception, je te le dis. Mais je suis surprise quand je vois des albinos me dire qu'ils voient bien. Je me suis dit, bon, vous montez à qui là? À vous-même? Déjà, c'est un problème. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement besoin de porter un peu cette fausse vérité-là pour se faire accepter un peu plus? Parce que si ce sont des personnes, comme vous le dites, qui n'ont pas confiance en elles, c'est surtout un manque de confiance qui a été construit par l'extérieur, qui peut-être n'ont pas eu un intérieur similaire au vôtre quand vous étiez petite. Non, il va tricher, pourquoi? Justement, pour peut-être essayer de se faire accepter. Non. Difficilement. Les gens tout autour d'eux, ils savent qu'ils ne voient pas bien. Mais toi, tu vas faire semblant que tu vois bien, pourquoi? C'est peut-être là que l'ASBEL entre en jeu, parce que c'est le moment de leur sensibiliser, de leur dire que vous voyez bien ou pas, vous êtes belle, vous devez vous prendre en charge, vous devez avoir cette confiance de vous. Exactement. Et vous assumer. Et donc, vous décidez donc de venir en République démocratique du Congo. Comment ça se passe? Vous êtes éligible, vous avez tous les documents en Europe, mais comment cette éligibilité se passe ici en République démocratique du Congo? C'est dans le voie ça va s'arranger très bien. Bah oui, tu connais la RDC, c'est dans le processus, on connaît l'administration, la situation administrative partout, ici. Elle est, non, c'est pas seulement, c'est partout. Partout. L'administration, ça reste l'administration. À ses caprices, on va dire ça ainsi. Mais très bientôt, là, tout ira bien. Et donc, nous avons un peu superficiellement peint ce que sera ou ce que c'est que votre ASBEL. Et en dehors du fait de mettre en lumière, ou du moins de raffermir la confiance, de faire ressortir la personnalité de toutes les personnes qui sont albinos en République démocratique du Congo, quels sont les autres leitmotifs de votre ASBEL? Que comptez-vous faire d'autre, à part travailler sur la sensibilisation? Allez-vous organiser des colloques où vous allez partager des choses? Comme vous l'avez dit, vous partagiez à l'époque des produits. Et ici, vous êtes d'ailleurs à Kinshasa. Et c'est toujours dans le cadre de cet ASBEL, n'est-ce pas? Oui, tout le temps quand je viens à Kinshasa, il y a une association, il y a une fondation que je vais tout le temps. Que je sois là ou pas, même en distance, j'ai toujours aidé, c'est la fondation Pauline Albinos. C'est avec elle que je traite souvent. Je me dis, décembre, pourquoi pas offrir à mes chouchous un sac de riz, par exemple. À la rentrée, pourquoi pas un paquet de cahiers. Même pas trop, mais le minimum, là, pour moi, c'est déjà la joie de partager avec eux. Et si tout va bien, on doit s'élargir partout dans les provinces. On ne va pas seulement se limiter à Kinshasa. Principalement dans la sensibilisation. Oui, dans la sensibilisation. Et si déjà qu'on a reçu la sensibilisation, on va passer à l'étape que tout le monde, parce qu'il y a pas mal d'organisations ici, des ASBEL, des fondations. J'aimerais, pour une fois, je le dis devant votre caméra, que les albinos essayent un peu de sortir de ces zones-là de complexes. J'aimerais qu'on se réunisse, nous tous, parce qu'il y a pas mal d'organisations qui partent juste d'une même chose. C'est sensibiliser et se prendre en charge. Mais pourquoi pas travailler en équipe? Peut-être que la voix de tous, là, ça arrivera à nos autorités et ça fera des bruits. C'est là où on aura des bonnes résolutions. Mais quand chacun essaie de faire des histoires à son coin, et
on fait que se disperser. Exactement. On ne se réunit pas. Je ne crois pas qu'on aura de bonnes solutions. L'union fait la force. Oui. Ce que je demande vraiment, l'union doit faire la force. Exactement. Ouais, oui. Et on va chuter avec cette partie qui nous a vraiment pris le temps nécessaire parce qu'il était important d'en savoir un peu plus sur votre lutte, sur votre quotidien et surtout sur la création de cet ASBEL qui vise la sensibilisation des personnes atteintes d'albinisme. Nous allons donc chuter très récemment. Il me semble que vous avez participé. Je peux rectifier un peu. Bien sûr. Je voulais dire aussi, mon objectif, c'est pas seulement me limiter à des enfants albinos. Oui. Moi, si je suis là, c'est plus pour parler à l'enfance. En général. Tout ce qui est lié à l'enfance. Oui. Ce sont les handicapés. Oui. De malvoyants, qui n'est pas albinos. Oui. Et des albinos, tout ce monde-là d'handicap, c'est là où moi je suis. C'est ça mon lutte. Votre lutte est plus large. Et plus large, oui. Tout ce qui est lié d'handicap de l'enfance. Mais parce que moi-même, je suis l'albinos, c'est pour ça que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Ça, c'est très bien pensé. Donc, pour revenir à la question, qui va d'ailleurs marquer la fin de cette deuxième partie, je disais donc que vous avez été vu très récemment dans une activité Fièrement Doundou, c'est ça? Ben oui. Et donc, vous avez participé. Comment décrirez-vous cette activité? Comment a-t-elle été? Et croyez-vous qu'il est important de multiplier ce genre d'activité dans le pays? Ma présence, j'ai participé, mais j'ai été invitée plus à Centre Wallonie-Bruxelles. D'accord. C'est Santé qui m'ont invité, qui m'ont contacté. Et tiens, Madame Mukenge, il y a une activité ici à Kinshasa. On mérite invité pour participer. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, et j'ai vu c'était mon confrère, Yann Mambo. Yann Mambo, le grand DG que nous saluons d'ailleurs. Qui est mon petit frère. Ok. Ouais, j'espère qu'il aura l'occasion de voir cette émission. C'est celui-là. C'est vraiment une très grande famille. L'ours blanc, comme on l'appelle. Oui. Alors j'étais très contente de participer à son activité. Et ça s'est très bien passé. Le respect, l'ambiance, tout était au rendez-vous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était donc magnifique. Magnifique, oui, rien à dire. C'était vraiment une réussite, oui. Et donc, voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Nous entamons la toute dernière qui va être un peu plus courte que celle-ci, de façon générale, pour cette partie que nous avons consacrée à vous et à votre lutte. Que pourriez-vous dire aux personnes qui vous suivent, qui sont dans la même condition que vous en ce moment? Pardon? Que pourriez-vous dire aux personnes qui vous ont suivi, qui sont dans la même condition que vous, ou tout simplement les personnes qui sont supposées bénéficier de quelque chose de votre ASBEL? Les gens qui sont censés bénéficier de mon ASBEL, c'est déjà les handicapés, les enfants albinos, et les parents aussi, qui ont des enfants, et qui sont eux-mêmes albinos. Juste les sensibiliser et demander aussi, je crois, à l'autorité de ces pays de venir en aide. Oui, de veiller un peu sur ce qui se passe. Je dirais que les albinos sont négligés. Bah oui. Parce qu'il y a un moment donné, il y avait eu, à l'ancien régime, on avait côtoyé à tous les artistes, comédiens, le droit de santé. Mais est-ce que là, les albinos, par rapport à la fragilité qu'on a de la peau et du soleil, on ne peut pas nous attribuer ça? Ça, c'est un appel que vous lancez aux autorités du pays. Oui. D'accord. Je crois qu'on en a droit aussi. Vous en avez surtout besoin parce que c'est la santé. Oui, la santé. Et si longtemps, le Congo, c'était dans un pays tropical. Donc, il veut dire que le soleil est là et encadrant. Donc, on est toujours exposé. Ce n'est pas tous les albinos qui ont l'opportunité d'aller à l'Occident. Ils vivent ici au Congo. C'est notre pays. On aime ce pays. Et on est censé y rester pour la vie. Et alors, on va y rester dans quelles conditions? Dans un pays là où il n'y a pas de suivi médical? Dans un pays là où les albinos, on les regarde en travers? Là où on n'a même pas le droit d'avoir un poste? Dis-moi, parlez-moi, tu as vu des jeunes albinos? Est-ce qu'il y a des jeunes albinos ministres dans ces pays? Et nous, on n'a pas le droit. On a étudié, on a fait des études. On aimerait aussi bénéficier de ces postes-là un jour. Exactement. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là? On n'est pas intelligent. Ce sont des questions qu'on se pose en tant qu'albinos. On n'est pas éloquent. Vous avez tout à fait le droit de On a étudié, il y a j'ai côtoyé des amis avocates, médecins.
J'étais très contente, mais ils ne sont pas nombreux. C'est vraiment une goutte dans l'océan. J'aimerais qu'il y ait plus de albinos responsables. Et ça fera partie des luttes de votre ASBEL. Ah ben oui, c'est ça. Exactement. Eh bien, Madame Nadine, deuxième partie, vitesse de croisière, c'est terminé. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Nous aurions bien voulu rester ici plus longtemps pour en apprendre un peu plus, découvrir un peu plus profondément votre lutte, cette lutte qui vous tient tant à cœur. Nous tendons vers la toute dernière partie, parce que ce n'est pas fini. Nous sommes encore là avec vous. C'est donc la toute dernière partie de cette émission. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la toute dernière tranche de cette belle émission Libre Parcours, la grande balade. Je ne vous cache pas, c'est ma partie préférée parce qu'elle nous permet de nous détendre et de chuter tout en douceur. Madame Nadine est toujours avec nous. Vous avez eu le temps de la découvrir tout au long des précédentes minutes. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de ses perspectives d'avenir. Que compte-t-elle faire dans les jours qui viennent? Madame Nadine, vous êtes toujours avec nous. Et donc, nous avons parlé de votre enfance. Nous sommes entrés dans vos choix de vie, notamment vos choix secondaires et académiques, qui ont planté le décor de cet artiste qui aimait dessiner, qui a finalement s'est découvert une autre passion, celle de la cuisine, parce que vous allez finalement faire cette hôtellerie qui va vous accompagner. Si vous voulez bien m'accompagner avec quelques 2-3 pas, parce que justement, c'est la détente. Hein. C'est le moment où on se découvre un peu plus légèrement. Donc là, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, parlé de vos combats, parce que vous avez découvert une lutte que vous n'avez pas tout de suite vécue personnellement dans votre enfance, mais que vous avez vue à travers le regard des autres, lutte dont vous avez décidé, que vous avez décidé de faire vôtre, qui définit aujourd'hui un peu votre vie. Vous en faites un combat. On a bien senti lors des dernières notes de la deuxième partie comment vous avez pris un peu c'est vraiment à cœur, vous avez tapé le poing sur la table pour dire qu'il y a des choses qui se font, qui ne devraient pas se faire, et vous portez cette casquette de héroïne qui vient soulever, porter cette cause, et cette cause qui concerne bien plus d'une personne en République démocratique du Congo, vers l'avant, pourquoi pas, vers les autorités. Et donc, nous avons parlé de cette ASBEL qui est désormais en République démocratique du Congo, qui est en train de suivre son cours en administration pour être éligible, comme elle l'est déjà d'ailleurs au niveau de la Belgique, créée en 2013. Alors, au-delà de l'ASBEL, Madame Nadine nous a parlé très formellement d'elle. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Qu'est-ce qu'elle aime regarder à la télévision? Qu'est-ce qu'elle aime faire comme activité en dehors de sa lutte qu'elle défend férocement? Qu'aime-t-elle faire de léger, de beau, avec sa famille, avec son mari, avec ses amis? Je suis quelqu'un de trop jovial. Rapprochez-vous donc de moi. J'aimerais beaucoup vous parler main dans la main. Ça nous fait, ça nous rapproche un peu plus, vous ne trouvez pas? Et dites-moi, donc vous me racontiez ce que vous aimiez faire en dehors de vos heures de lutte, de combat. J'adore tout ce qui est détente. J'adore être en bonne compagnie avec des amis, la famille. La convivialité, c'est moi, en fait. Oui, j'adore la convivialité. J'adore cuisiner pour mes proches. Ça, vous nous l'avez dit. Ah ben oui. Vous avez même remarqué que si on ne prépare pas un repas qui vous plaît, vous ne le mangez pas. Je ne mange pas. Même au restaurant, je suis très exigeante. Ah, même au restaurant? Ben oui. Vous allez dire au chef, il y a trop de sel là, il y a trop de piment. Tu ne me fais pas bouffer n'importe quoi. Ah, bien sûr. Je regarde ma carte, je dis non, il faut enlever ça, il ne faut pas ça. Voilà. Et quand ce n'est pas bien cuit, je réclame. Je dis non, pas ça. Il faut cuire ça. Le vin que je bois, je dois savoir c'est de quelle voie. Ah, donc quand vous réservez une table, le chef doit être sur ses aguets, parce que sinon, il va se retrouver dans des beaux droits. Ah ben oui. Et donc la détente. J'adore les enfants. Vous adorez les enfants. Oui, mais des enfants bien instruits. Ah, uniquement des enfants bien instruits? Non, moi les enfants, j'aimerais que... Non, après peut-être je me suis mal exprimée. Je préfère passer le temps pour l'éducation des enfants. Exactement. Parce que vous êtes vous-même une mère, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout au long de cette émission, une mère qui ne veut pas que s'arrêter à l'éducation de ses enfants, mais qui veut aussi partager de ce qu'elle a reçu en tant que de sa mère, parce que de votre maman. C'est des générations en génération. Des générations en génération. Vous gardez un peu, vous êtes fidèle à ce que votre mère a été, et vous serez aujourd'hui une maman de plusieurs grâce à cette ASBEL. Alors, vous aimez bien préparer, vous aimez bien vous détendre. Et à Kinshasa, quelle activité vous plaît? Parce que quand on est en Europe, on revient tous pour le poulet mayo. Et vous, le poulet mayo de Kinshasa, de Bandal, il vous plaît? J'aime pas. Ah, c'est une exception. Non, j'aime le poisson
Attends, des chabas capés là, je sais pas, chabas. Chaba. Des chabas, c'est ça que Ça j'aime. doit être le poisson de Chaba. J'adore le poisson. Vous voyez? Braisé là, est bien. Vous le mangez, surtout que vous pouvez très bien le faire vous-même. Hein. J'aime pas le poulet mayo, je trouve ça trop gras. Ah, c'est trop grave. Vous Bah, préférez le poisson. Le poisson, oui. Qui est entre nous plus bon que le poulet Bah, mayo oui. entre-temps. Hein. Bon, Et c'est recommandé aussi hein, par le médecin. On laisse pour le la poulet santé. mayo à ceux qui viennent découvrir Bah, l'air. oui, pas moi. Comme les Parisiens laissent la Tour Eiffel à ceux Bah, à tous les touristes. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à cette émission, de vous ouvrir? Vous me l'avez dit en début d'émission que c'était une première. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous découvrir aujourd'hui, peut-être à travers votre propre récit? Déjà, je suis très contente que vous répondez à mon invitation. Oh, c'était gentil. On a partagé de bons moments, ça n'a pas été facile. Ça, c'est vrai. On a même failli louper cette émission aujourd'hui, oui, mais plus d'une fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, elle s'est finalement Bah, faite oui. cette émission. Je suis très contente d'être là avec vous. Et je suis contente de passer devant la télé, je ne sais pas. Et, tout le monde connaît qui est Madame Nadine Mukenge. Les gens me connaissent, la présidente des ligues pour la défense de l'albinos. Mais ne connaissent pas côté là, tendre, responsable maman, altruiste parents. surtout. Oui, qui ne connaît pas. Donc je voulais parler de moi, que tout le monde connaisse qui est Nadine. Et que les gens sachent aussi que je ne m'arrêterai pas là. C'est le début du combat. Waouh! Ça, c'est une parole de bataille. Bah, on sent que ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne fait que commencer. Bah, ça ne fait que commencer. Je suis là. Et nous, bah, écoutez, nous sommes fiers de savoir que vous êtes là. Chez les autorités. S'il faut tout faire pour atteindre là-bas, nous irons. La tête haute. La tête haute, ça c'est très bien dit. Alors bien, Libre Parcours, c'est terminé. J'aimerais beaucoup que vous regardiez cette caméra et que vous vous adressiez aux personnes qui ont eu le privilège de vous suivre aujourd'hui. Juste leur dire un grand merci et de bien partager ces moments avec moi. Ligue la Défense ne vous trahira jamais. Merci beaucoup, Madame Nadine. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, moi je vous le dis, j'étais très heureuse de faire cette émission en compagnie d'une dame élégante et inspirante, exactement comme je l'ai décrit au début d'émission. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez donc toujours inspirés à la lumière de ce qu'a été cette très belle rencontre avec Madame Nadine. Quant à moi, je vous retrouve au prochain rendez-vous. Au revoir.